pourrais pas rêver mieux en termes de transition. Oui, parce qu'il me revient de vous expliquer du coup ce que ces lois, enfin ce que ces ordonnances et la... Ça marche pas? Allô? Il faut que je le colle comme ça. Oh, ça marche bien. Donc du coup, moi j'ai appris plein de trucs et bon, ça me permet d'aller un peu dans le détail de ce que je vois moi de très très haut parce que je le regarde au niveau européen. Et je vais essayer de vous expliquer en fait pourquoi ces réformes dont on sait, les réformes de ce type dont on sait qu'elles ont eu lieu dans énormément de pays européens sont directement liées à notre appartenance au marché unique, à la zone euro, à l'Union européenne. On s'en doute un peu parce qu'on les a vus se succéder, ces réformes. On en a vu en Italie, on en a vu en Espagne, on en a vu au Portugal, et on ne parle même pas de la Grèce qui a été complètement saccagée, vandalisée, et qui va mettre très 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 longtemps à s'en remettre. Et on est les suivants, puisque en réalité c'est notre tour. Mais nous, on a un double problème, c'est que maintenant on est pris en sandwich entre les pays du Sud, et notamment les pays de la péninsule ibérique, qui ont fait une déflation salariale très dure et qui donc ont regagné un petit peu en compétitivité, et l'Allemagne qui n'a pas eu besoin de ça, qui était déjà hyper compétitive. Et donc nous, on est un peu dans une situation médiane qui fait que on ne ressemblera jamais ni à l'Allemagne et on n'ira jamais aussi loin que le Portugal. Donc de toute façon, ces réformes ne parviendront pas, certainement pas, à régler le problème du chômage en France. Non, c'est pas leur but. Tout ça, on le doit à la création en 1986 du marché unique qui a remplacé le marché commun à la faveur de l'adoption d'un texte qui s'appelait l'Acte unique, qui avait été préparé par la commission Delors à l'époque, et qui a, ce texte, libéralisé les mouvements de capitaux, qui a libéralisé la circulation des personnes, alors qu'auparavant, c'était seulement les marchandises qui circulaient librement au sein du marché commun. Donc on est passé d'une libre circulation des produits à une libre circulation des facteurs de production, le capital et le travail, et ces facteurs de production sont allés mécaniquement se loger au sein de l'Europe, des pays du cœur de l'Europe, et notamment de l'Allemagne, parce que pour des raisons historiques que je ne vais pas vous expliquer ici, elle était surindustrialisée au départ, et donc elle a aspiré à elle toutes les richesses de la périphérie, du fait que l'argent et les hommes pouvaient se diriger sans entrave vers ce cœur surindustrialisé. Donc aujourd'hui, on a un cœur de l'Europe qui est hyper fort, c'est l'Allemagne. Et les économies périphériques, toutes les économies périphériques, n'ont plus comme choix que de s'adapter et de développer des stratégies défensives. Alors, il y a des pays qui s'adaptent, et ça se fait toujours en usant de la pratique du dumping social et en usant de la pratique de la déflation salariale, toujours en réalité. Vous avez d'un côté les pays d'Europe de l'Est, qui eux ont originellement des salaires très bas et qui se sont en quelque sorte greffés au cœur productif allemand, et qui sont devenus des sortes de supplétifs de l'industrie allemande. Donc ils lui servent, les pays de l'Est servent à l'industrie allemande de la main-d'œuvre à très bas coût, ce qui rend impossible, ce qui permet d'abord à l'Allemagne de maintenir des salaires très bas, et ce qui rend impossible à ces pays, parce qu'ils n'ont pas la possibilité de le faire, d'augmenter leur salaire. Ensuite, vous avez les pays de la périphérie sud-ouest, enfin les pays méditerranéens, qui en plus, eux, sont dans l'euro, donc qui n'ont aucune possibilité de jouer avec leur monnaie, qui, eux, ne se sont pas intégrés à la machine de production allemande, ils sont trop loin, et puis voilà, l'Interland allemand, c'est l'Est, hein. Mais eux, ils se sont retrouvés dans une situation où ils ont essayé de rentrer dans la compétition et de devenir...
Pourquoi ça marche jamais? Ça marche. Ça marche. Ça marche. Ça marche. On t'entend très bien. Oui? Comme ça? Oui. Sinon, on parle comme ça. Non, je pourrais pas, je parle trop bas. Pour la vidéo, c'est pas possible. Donc vous avez ces pays d'Europe du Sud qui, eux, se sont lancés dans des tentatives désespérées de devenir à leur tour compétitifs en baissant à l'infini leur coût du travail par des réformes du Code du travail, comme il y en a eu par exemple une dizaine au Portugal, une dizaine en 10 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Portugal par exemple va un peu mieux, mais bon, à quel prix quoi, voilà. Donc le marché unique a eu cet effet-là de renforcer les économies du cœur de l'Union européenne et notamment l'économie allemande, et tous les pays du pourtour sont soit figés dans des situations de salaire très bas, soit obligés de baisser le coût du travail partout, parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités d'ajustement et pas d'autres possibilités d'être compétitifs par rapport aux pays les plus riches. Par ailleurs, le marché unique, en 1986, quand il a été créé et quand ont été libéralisés les mouvements de capitaux et les mouvements de personnes, a créé une sorte de distorsion et une sorte de compétition entre le capital et le travail. Parce que si les deux circulent librement, ils n'ont pas tout à fait les mêmes marges de manœuvre. Le capital est très fluide. Et puis c'est lui qui arbitre, c'est lui qui choisit d'aller s'investir là où les conditions lui conviennent. Le travail, lui, il circule aussi, mais en réalité pas avec la même fluidité. Et puis surtout, la libre circulation des travailleurs, elle favorise en réalité la mise en concurrence des travailleurs. On le voit bien avec l'affaire des travailleurs détachés. Les travailleurs de l'Est, ils ne le font pas exprès, mais en réalité, ils sont là pour ça, ils sont là pour faire baisser les salaires. Donc ce marché unique, avec la libre circulation des facteurs de production, a mis en concurrence le capital et le travail, et bien évidemment, ça a servi avant tout le premier. Ensuite, il y a les traités européens qui, eux, ont figé quasiment toute l'économie, qui ont retiré aux États la possibilité d'agir sur leur économie en inscrivant dans le marbre un certain nombre de choses sur lesquelles on ne peut plus agir et sur lesquelles qui échappent désormais à la délibération démocratique. Presque toute la politique économique désormais est sortie du champ de la délibération démocratique. Par exemple, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, la politique commerciale, elle n'est plus du tout du ressort des États. Maintenant, c'est une compétence exclusive de l'Union européenne. C'est l'Union aujourd'hui qui négocie les accords commerciaux. Les traités contiennent à de très nombreuses reprises la référence à la concurrence libre et non faussée, ce qui interdit l'intervention directe des États dans l'économie pour soutenir les entreprises stratégiques, pour mener des politiques d'industrialisation ou de réindustrialisation, donc ça c'est pas possible non plus. Pour les pays de la zone euro, la politique monétaire a été sortie complètement de leurs compétences. Il n'y a plus aucune possibilité de mener une politique monétaire pour les pays de l'euro. Elle est menée par la Banque Centrale Européenne. Il n'y a plus qu'une monnaie, donc il n'y a plus non plus de politique de change. Et par-dessus le marché, une fois qu'on a eu retiré la politique monétaire des mains des États, il a fallu, pour les faire soi-disant converger, leur retirer aussi les marges de manœuvre qui leur restaient dans le domaine du budget. Et la politique budgétaire des pays membres de la zone euro est maintenant très largement supervisée par la Commission européenne. Et les pouvoirs de la Commission européenne dans ce domaine ont été beaucoup augmentés au fil du temps. Voilà. Donc, si on n'a plus aucun levier sur l'économie, si on n'a plus la monnaie, si on n'a plus le budget, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Le seul instrument d'ajustement qui reste pour regagner en compétitivité, c'est le coût du travail. Voilà. Et c'est pour ça que dans tous les pays membres de la zone euro, il y a eu ces réformes du marché du travail. Il y a aussi un autre levier que certains pays utilisent, c'est le levier fiscal. Et il y a des pays qui deviennent, comme l'Irlande l'a fait après la crise, des paradis fiscaux. Et le Portugal s'y essaye un peu. Il a des politiques fiscales offensives pour attirer les start-upers, pour attirer les retraités étrangers,
en les exonérant d'impôts sur le revenu pendant une dizaine d'années. Donc voilà, les petits pays de la périphérie de la zone euro deviennent, quand ils le peuvent, des paradis fiscaux. Bon, alors il y a des instruments dont l'Union européenne s'est dotée, des instruments pour lui permettre de surveiller un peu tout ça. Elle pilote un peu tout ça à distance. Certaines réformes du marché du travail en Italie et en Espagne ont été très bizarrement prescrites par la BCE, donc c'est la Banque Centrale Européenne, dont c'est pas du tout le travail, puisque elle, son travail, c'est la monnaie. Mais à la faveur des crises, de la crise de la dette en 2011-2012, elle s'est dit, les dettes des pays du Sud sont attaquées, je suis la seule à pouvoir leur éviter la faillite, donc je vais mettre la pression à mort. Et la BCE, qui normalement ne s'occupe pas du marché du travail, c'est pas du tout son travail, a envoyé malgré tout des consignes au gouvernement italien et au gouvernement espagnol, qui ont été d'ailleurs très difficiles à retrouver parce qu'elles n'ont jamais vraiment été publiées, jusqu'à ce qu'elles le soient. Maintenant, ces lettres sont disponibles. C'était à l'époque de Jean-Claude Trichet, me semble-t-il. Il leur a clairement été dit, à l'Espagne et à l'Italie, vous réformez ça, ça et ça, parce que sinon, on ne vous aide pas. Voilà. Donc c'est une menace très explicite, en fait. Mais dans un fonctionnement plus normal, c'est-à-dire quand on n'est pas dans une crise avec urgence rouge, il y a quand même des mécanismes de contrôle qui sont dévolus à la Commission européenne. Il y a toujours eu dans les traités l'idée selon laquelle la Commission devait tous les ans envoyer des consignes aux États membres. C'était les grandes orientations de politique économique, mais elles étaient très peu contraignantes, mais elles ont toujours contenu des recommandations de deux types. Il faut baisser le coût du travail et il faut maîtriser les dépenses publiques. Voilà. C'était peu contraignant, mais au fur et à mesure que le temps a passé, de nouveaux instruments se sont développés. Au début des années 2000, il y a eu un truc qui a été mis en place, qui s'appelle maintenant c'était la stratégie de Lisbonne à l'époque. Ça s'appelle maintenant la stratégie Europe 2020. On a inventé d'autres outils de pilotage, les lignes directrices pour l'emploi, les lignes directrices intégrées, qui sont d'autres documents que Bruxelles envoie aux États, si vous voulez, ce ne sont pas des documents qui sont véritablement contraignants, mais ils sont nombreux, ils arrivent de partout et ils vont tous dans le même sens. Donc c'est une pression un peu continue, quoi. On sent quand même, à travers ces documents et leur abondance et leur connotation, qu'il y a un fil directeur. C'est vraiment les deux trucs, c'est baisser le coût du travail, maîtriser la dépense publique, toujours. Et puis, les derniers instruments qui ont été développés, qui sont de même type, l'ont été dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen, qui est une sorte de calendrier qui a été mis en place en 2011, je crois, dans le but de renforcer le pacte de stabilité, qui existait, mais qui a été de nombreuses fois violé, notamment par la France et par l'Allemagne, quand elles y ont trouvé leur intérêt. Mais on a jugé que, une fois que l'économie allemande était redressée, les Allemands ont jugé que maintenant il fallait appliquer le pacte de stabilité et l'appliquer très fort. Donc on a mis en place il a été mis en place ce calendrier de travail commun à la Commission européenne et aux États, et qui fait communiquer les deux échelons. En réalité, à des échéances régulières, la Commission envoie des documents aux États membres en leur faisant des recommandations, en leur prescrivant des choses, et les États membres lui répondent par des programmes de réforme. Oui, nous allons faire ça, nous allons faire ceci, nous nous engageons à faire cela. Et c'est assez ambigu comme relation, parce que la Commission européenne n'a pas de moyens de contrainte, mais en réalité, les États membres, souvent, utilisent ces documents pour y faire mettre ce qu'ils souhaitent y voir. Donc c'est assez ambigu aussi. Je suis quasiment sûre que Macron, il n'est pas mécontent qu'on lui ordonne de faire ça, puisque ça correspond aussi à sa façon de voir les choses et à son orientation politique.
Voilà, donc je ne rentre pas plus dans le détail de ces innombrables documents qui relèvent d'un dialogue entre les États membres et Bruxelles. Simplement, l'idée est quand même toujours la même, hein, et le droit du travail, on demande aux États membres en permanence, par un biais ou par un autre, de l'assouplir, de le flexibiliser, de baisser les charges. Par exemple, au mois de mai, la France a reçu un document lui expliquant que le CICE c'était très bien, mais qu'il ne fallait surtout pas hésiter à aller au-delà, et tout à l'avenant. Voilà, je ne vais pas plus loin. J'espère que j'étais à peu près claire, et je passe la parole. Oui, alors au sujet des réformes dans les pays du Sud, réforme du droit du travail, je ne connais pas exactement la chronologie. Il y en a eu de grosses en Espagne et dans les années aux alentours de 2011, 2010, 2011, 2012, au moment de la crise, parce que c'est là que ces pays se sont retrouvés dans l'urgence, se sont retrouvés aux abois, et c'est là que les institutions européennes ont pu faire pression sur eux pour qu'ils réforment. Par ailleurs, il y a eu tous les pays qui ont été mis sous programme de la Troïka, et la Troïka a également mis la pression dans ce sens pour obtenir ce type de réforme. Après, concernant le Portugal, il est effectivement gouverné maintenant par une gauche plurielle, et cette gauche plurielle a quand même atténué l'austérité, mais c'était allé très loin auparavant déjà. Donc eux, ils sont arrivés au pouvoir, ils ont pris la situation telle qu'elle était, ils ont augmenté le SMIC, ils ont augmenté les retraites, ils ont renoncé à certaines privatisations, mais l'austérité était déjà passée par là, et elle était quand même allée très loin. Voilà, l'économie portugaise, en réalité, elle est descendue, elle est allée très bas, et donc aujourd'hui, elle remonte, un peu comme l'espagnol, elle remonte un peu fort par rapport au reste de l'Union européenne, mais c'est parce qu'elle était descendue très bas. Ensuite, la raison pour laquelle ils font du dumping social et fiscal, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer tout à l'heure, c'est que le grand pays industriel d'Europe, c'est l'Allemagne, et l'Allemagne aujourd'hui attire à elle. Je change. Ça marche ? Oui. L'Allemagne, depuis que nous sommes tous insérés dans le marché unique, attire à elle les capitaux productifs et les salariés. Et elle fonctionne pas mal de main-d'œuvre, d'ailleurs, dans les autres pays, de main-d'œuvre qu'elle a la chance de trouver qualifiée, parce que la main-d'œuvre est assez. Pardon ? Oui. De main-d'œuvre qualifiée. Donc, pour des raisons historiques, elle avait beaucoup d'avance en termes d'industrialisation. Et le marché unique a favorisé la convergence des richesses vers le pays le plus industrialisé par un fait mécanique. C'est pas, je veux dire, c'est même pas une volonté allemande. C'est un effet des structures européennes telles qu'elles existent. Du coup, les pays périphériques, tous les pays périphériques, que ce soit l'Irlande à sa manière, que ce soit le Portugal, l'Espagne, l'Italie, que ce soit les pays de l'Est, sont obligés, dans la mesure où ils ne peuvent pas s'industrialiser, où ils ne peuvent pas véritablement développer des stratégies économiques intelligentes. En plus de ça, les États n'ont plus le droit d'intervenir, pour ainsi dire, dans l'économie. Ces pays sont obligés d'adopter des stratégies palliatives, en réalité, des stratégies de défense. Et ils utilisent ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire le dumping social et le dumping fiscal. Et il y a des pays qui sont spécialisés dans le dumping social, les pays de l'Est, et désormais un certain nombre de pays du Sud, et il y a d'autres pays comme l'Irlande, et le Portugal essaie de faire un peu pareil, qui se spécialisent dans le dumping fiscal. Mais c'est en réalité parce qu'ils n'ont pas d'autres possibilités de survivre économiquement. Ils ne peuvent pas, dans les conditions actuelles, se réindustrialiser. Voilà. Juste rapidement sur la conversion des gens à la nécessité du plan B, je pense que
enfin moi je l'ai compris comme ça en tout cas, c'est vrai que les gens ont peur de la sortie, et notamment de la sortie de l'euro, et notamment tous ceux qui ont un petit peu d'épargne, et en France il y a quand même beaucoup d'épargne. Mais je pense que l'utilité du plan A, enfin en tout cas c'est ce que j'espérais, parce que techniquement je ne pensais pas qu'il était possible qu'il soit jamais mis en œuvre, et ça aurait été de montrer que si on va au dialogue avec les pays d'Europe du Nord et notamment avec l'Allemagne, on n'obtient rien. On n'aurait rien obtenu. Ils ont des besoins économiques qui sont radicalement différents des nôtres. Donc ils ne peuvent rien nous consentir. Et là, la démonstration aurait été faite. Mais voilà. Après, il faut que quelqu'un aille effectivement à la confrontation avec l'Allemagne.